Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19 h du journal d'Alizé Télévision en ce mercredi 9 novembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Comme annoncé, le collectif des usagers de l'eau de Capesterre refait parler de lui. Il s'est mobilisé devant la mairie pour réclamer que l'eau coule de nouveau des robinets. La prise en charge de la maladie était au programme de la première journée des assises de la drépanocytose. Au cours des 30 dernières années, bien des progrès ont été réalisés. En plus d'adoucir les mœurs, la musique agit aussi sur la santé. Nous irons à la rencontre d'une musicothérapeute et de ses élèves atteints de pathologies lourdes. Le journal Roline Nabal. Et l'invité du journal ce soir, Pascal Joly, vice-présidente de l'association contre le silence et l'oubli. Avec elle, nous parlerons du projet mémoriel dédié au cimetière d'esclaves de la plage des Raisins Clairs à Saint-François. La colère des habitants de Capesterre-Billeau, privés d'eau depuis plusieurs semaines, ne s'estompe pas. Après les promesses faites fin octobre dernier, suite à leur mobilisation, les habitants de la commune espéraient voir leur situation s'arranger, mais les mesures urgentes annoncées ne seraient pas mises en œuvre. Les contestataires craignent que la mise à disposition ponctuelle de citernes d'eau ne devienne récurrente au détriment des travaux de raccordement pour alimenter les robinets. Ils ont donc décidé de se mobiliser de nouveau ce matin. Voyez ce reportage signé Joël Saint-Silly. Après plusieurs blocages de la RN1, après de nombreux coups de gueule, revoilà le collectif des usagers de l'eau de Capesterre-Billeau. Cette fois, devant la mairie de Capesterre, et pour les mêmes raisons. Ils veulent voir l'eau couler de leur robinet. Mobilisés depuis l'aube, ils étaient plusieurs dizaines à attendre le maire et les élus communautaires pour une énième réunion. Après une matinée d'attente, pour calmer les esprits, certains ont choisi l'humour et la dérision. Nous sommes obligés de venir laver là. Demain, nous allons laver les hands là. Joël Souk attend ça. Nous allons mettre ligne dans tous ces poteaux là et nous allons laver les hands là. Sur place, une délégation de la CGTG, menée par le chef de file de l'organisation. Une présence pour faire d'une pierre deux coups, soutenir le collectif, mais aussi défendre les intérêts des grévistes de la Régie des eaux de Capesterre-Billeau. Deux objectifs intimement liés, selon Jean-Marie Noumertin. Il s'avère que le collectif en mouvement et qu'il n'y a pas de monde qui répond. Nous, en Grèce, pas de monde qui répond, alors que les gens qui sont habilités à répondre, c'est les représentants de la communauté d'agglo Sud-Bastère. Donc, puisque nous méprisons des deux côtés et que les problèmes, c'est des problèmes qui sont liés, nous décidons donc ensemble de frapper. Nous sommes séparés, mais nous décidons depuis hier soir de frapper pour que les problèmes résolvent, tant pour les usagers que pour les travailleurs. Le collectif là, effectivement, nous pour nous faire une délégation. Et nous avons bien dit que nous parons avec les problèmes. Nous parons, si grève là fini de travail samedi et dimanche, jour férié, pour que les problèmes réglés. Mais à passer n'importe quelle condition, il faut mettre les moyens qu'il faut. Les camarades panient les outils pour travailler. Ils panient en pelle pour faire travail à eux. Panient camion ben. Bref, ils sont quasiment sans rien. Alors que nous avons de l'eau qui a coulé Capesterre avec des casques qui tirent de ces réseaux là. Ils peuvent faire travail là avec très peu de moyens financiers. Mais encore faut-il qu'ils aient les moyens matériels pour faire. Et si ça a perduré, c'est complicité à les élus avec certains, bien dit, avec certaines décisions qu'ils prennent. Ils ont fait payer très cher les travaux que les camarades peuvent réaliser. Mais il suffit de les moyens que nous pouvons faire économie et que aussi à Capesterre, nous pouvons payer moins simplement. Au moment de notre présence, le collectif était toujours dans l'attente de cette rencontre avec le maire. Une nouvelle réunion qui permettra peut-être une avancée dans cette histoire d'eau. Affaire à suivre, nous restons dans le sud de la Basse-Terre. Le mouvement de grève déclenché par l'Union des travailleurs des collectivités affiliés à l'UGTG au sein des services de la mairie de Basse-Terre a pris fin hier soir avec la signature d'un protocole d'accord entre les représentants du syndicat et le maire de la ville. Pour rappel, ce mouvement de grève avait débuté le 19 octobre dernier sur 13 points de revendication, dont la question de la reconstitution des carrières des agents de la collectivité et le régime indemnitaire. Avec la signature de ce protocole de fin de conflit, les écoles maternelles et primaires de Petit Paris ainsi que celles de Carmel devraient reprendre un fonctionnement normal dès demain matin selon un communiqué de la mairie de Basse-Terre.
Les premières assises de la drépanocytose en Guadeloupe ont débuté aujourd'hui au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Cette manifestation initiée par Guadeloupe Espoir Drépanocytose réunit des spécialistes de cette pathologie venus de plusieurs pays pour échanger sur leurs expériences respectives. Mais c'est aussi l'occasion pour les parents et les proches des malades d'être mieux informés sur cette pathologie et sur sa prise en charge. Reportage Muriel Barlagne. Médecins, chercheurs, patients, paramédicaux ou encore associations sont réunis au Memorial Act pour 3 jours à l'occasion des premières assises internationales de la drépanocytose. L'occasion de faire le point sur une maladie aujourd'hui bien identifiée. Elle concerne 2 types de populations, les porteurs sains qui peuvent la transmettre à leurs enfants mais qui n'en souffrent pas, et les malades. La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine, c'est-à-dire ce qui est contenu dans les globules rouges et qui fait que le sang est rouge. Donc c'est une maladie du sang et c'est une maladie génétique et qui est transmise aux enfants de la façon suivante. 2 parents sont pas malades, on dit qu'ils sont porteurs sains de la drépanocytose. Quand ils ont un enfant, sont exposés au risque, 1 fois sur 4, de donner naissance à un enfant atteint par la maladie drépanocytaire. En Guadeloupe, la prise en charge de cette pathologie s'est organisée dans les années 80, quand on a véritablement pris conscience de sa place dans la société. En 1984, le dépistage systématique à la naissance est lancé, puis en 1990, c'est l'ouverture du centre de drépanocytose, devenu centre de référence. Ces missions sont nombreuses, diagnostic, prise en charge des malades, information des patients et du grand public, formation des professionnels, dépistage des transmetteurs, activités de recherche. On y propose aussi le conseil génétique en cas de grossesse à risque. Il s'agit d'informer un couple qui a risque de donner naissance à un enfant atteint de cette maladie. Donc les 2 sont transmetteurs dans ces cas-là. Donc de les informer sur la maladie, sur sa transmission, sur sa prise en charge. Et ils ont la possibilité de demander ce qu'on appelle un diagnostic prénatal, c'est-à-dire un diagnostic sur l'enfant alors qu'il est encore dans l'utérus de sa mère. Et enfin, la loi permet, si l'enfant est atteint et si le couple le souhaite, d'interrompre la grossesse pour cause de maladie d'une particulière gravité. Comme 11% des Guadeloupéens, soit environ 40 000 personnes, Daria Couvin et son compagnon sont porteurs du gène. Ils l'ont transmis à leur fils, qui a appris à vivre avec la maladie depuis 29 ans. Il faut toujours être à cheval et sur les médicaments. Bon, lorsqu'il était tout petit, c'était tous les jours. Lorsqu'il a grandi, il est devenu ado, c'était un peu moins. Mais les crises surviennent selon le temps, selon ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Alors, il peut prendre froid. Et puis, à ce moment-là aussi, il y a les globules rouges qui se coincent et puis beaucoup de douleurs. Alors, même tout grand, ça peut lui arriver, après des coups de fatigue, d'être malade et de faire une crise, ce qu'on appelle une crise. Un nouveau-né sur 300 qui naît en Guadeloupe est atteint de la drépanocytose. La recherche pour améliorer la qualité de vie des patients avance. On travaille à diminuer la fréquence et la gravité des complications liées à la maladie. En Guyane, 4 mois après le meurtre d'un commerçant lors d'un cambriolage à son domicile à Cayenne, une autre personnalité a perdu la vie dans des conditions identiques. C'était hier soir. Ancien conseiller général de Sinnamary, Patrice Clette, a été abattu chez lui à Rémire-Montjoly en présence de sa compagne et de ses 3 enfants. Dans un instant, nous retrouverons notre invité Pascal Joly, vice-présidente de l'association contre le silence et l'oubli. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région, direction Saint-Martin, la Martinique et la Jamaïque. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Les agents de police et de contrôle aux frontières françaises qui soupçonnaient un trafic de migrants à Marigot Bay, dans la partie française de l'île de Saint-Martin, ont découvert lors d'une opération de contrôle réalisée avec le soutien des douanes et de la gendarmerie que 52 migrants illégaux, principalement de nationalité haïtienne, 28 hommes, 17 femmes et 7 enfants, étaient entassés à bord d'un catamaran d'une capacité de 12 personnes, lequel était ancré dans la baie.
Les 3 membres de l'équipage, un couple de Néerlandais et un Saint-Lucien, ont été arrêtés et ont avoué participer à la traite de personnes contre de l'argent. Le catamaran devait emmener une partie des migrants à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, tandis qu'une autre partie devait rester à Saint-Martin. Le prix payé varie entre $1 000 US et $7 000 US par personne. Accusés d'appartenance à une bande organisée et mis en danger d'autrui, les prévenus devraient prochainement comparaître devant le tribunal de Basse-Terre en Guadeloupe. Mince comme un spaghetti et plus petit qu'un crayon, le plus petit serpent connu du monde a été filmé en Martinique. Le serpent mesure tout juste 10 cm de long. En fait, il est si petit qu'il peut se glisser à l'intérieur d'un crayon si la tête a été enlevée. C'est un petit serpent-file, scientifiquement connu sous le nom de Tetracheilostoma. Il est endémique à la Martinique, c'est-à-dire qu'on ne le trouve que sur cette île. La créature est plus petite que le titulaire du titre précédent du plus petit serpent du monde, qui provient lui de la Barbade, son plus proche cousin, et qui a été découvert en 2008. Une vidéo du serpent a été réalisée par l'équipe de la BBC, aidée par des scientifiques de l'Université d'État de Pennsylvanie. Le serpent-file martiniquais passe beaucoup de temps sous terre, se protégeant de ses prédateurs, bien qu'en dépit de sa petite taille, il est lui-même un prédateur vorace. Suffisamment petit pour se glisser dans les nids de fourmis ou des termites, il se nourrit des œufs et des larves, mais il ne représente pas de menace pour l'homme. La Jamaïque n'a pas de limite en ce qui concerne la commercialisation de son île aux touristes étrangers. Le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, informe développer un plan marketing pour faire connaître la Jamaïque sur les marchés de la République d'Arménie et de l'Asie orientale. Le partenariat arménien comprend le transporteur aérien Qatar Airlines, partie prenante de l'accord qui s'est engagé sur un volume de sièges annuel pour transporter ces nouveaux touristes européens. Les premières discussions ont eu lieu pendant la présence du ministre du Tourisme de la Jamaïque en Arménie, lors de la 38e session plénière de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, qui s'est tenue des 1er au 4 octobre dernier. D'autres développements sont prévus sur ce marché, mais le ministre du Tourisme de la Jamaïque n'a pas souhaité tout révéler. D'autres annonces à suivre donc. Retour chez nous et c'est le moment de retrouver l'invité de ce journal, Pascale Joly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'association contre le silence et l'oubli. Nous allons donc parler avec vous de ce projet mémoriel dédié au cimetière d'esclaves de la plage des Raisins Clairs à Saint-François. Mais tout d'abord, l'association que vous représentez est née après que des Guadeloupéens, parmi lesquels Joël Nanquin, le plasticien, se soient élevés face à l'absence de mesures de préservation du cimetière des Raisins Clairs, qui, depuis, a rejoint cette association. Alors, nous sommes très nombreux à avoir rejoint cette association, puisque nous comptons aujourd'hui une 60aine de membres. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'effectivement, le 11 novembre 2015, ce sont des individus qui se sont réunis pour constater tous ces ossements mis à nu par la mer. Et depuis, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire, et c'est là qu'on a pris la décision de créer l'association. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait par les autorités, puisque vous avez eu l'occasion de les rencontrer? Qu'est-ce qui a été fait depuis cette mobilisation? Alors, grâce à la mobilisation citoyenne et grâce à la constitution de l'association, nous avons pu rencontrer la direction des affaires culturelles, donc émanation de la DAC en février, et également la ville de Saint-François. Donc, ça nous a permis déjà d'échanger avec eux, de donner notre sentiment. Et puis, surtout, ça a permis de faire émerger le dossier, de le faire passer au-dessus de la pile. Et donc, la DAC a décidé d'entreprendre des travaux provisoires de protection du site en mettant un film géotextile qui empêche aux ossements de repartir à l'eau. Et puis, 2 panneaux ont été apposés pour signaler qu'il y a ce cimetière. Alors, est-ce que la direction des affaires culturelles est le seul interlocuteur dans ce dossier, ou est-ce qu'il y a aussi la collectivité de Saint-François, éventuellement le conseil départemental? Alors, pour l'instant, en tout cas, au niveau des travaux, c'est principalement la direction des affaires culturelles qui s'est penchée dessus. Mais les pouvoirs publics prétendent, en tout cas, quand nous les avons rencontrés, singulièrement la ville de Saint-François, se pencher sur le dossier.
Faute est quand même de constater qu'après un an, à part ces travaux provisoires, rien n'a été fait. Parce qu'il y a le problème de l'érosion marine, mais il y a surtout le fait qu'on se trouve dans un cimetière qui n'existe pas légalement. Ce cimetière n'existe pas, il n'y a pas de classement du site. Et donc, on se retrouve sur une plage nous posons nos serviettes, nous nous baignons dans un cimetière, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors, vous souhaitez la mise en place d'un espace mémoriel sur le site des Raisins Clairs. Quelle forme pourrait prendre ce projet et qui éventuellement le piloterait ? Alors, ce que nous souhaitons, effectivement, c'est que l'emprise du cimetière d'esclaves de la plage des Raisins Clairs, qui n'est qu'une partie de la plage, donc pas l'intégralité de la plage, soit sanctuarisée. C'est-à-dire que l'on puisse véritablement identifier le site de manière très précise, qu'on n'ait plus la confusion des gens entre les activités de plage et les activités propres à un cimetière. Ce que nous souhaitons, c'est que ce cimetière ait à la fois deux vocations. Une vocation de recueillement, parce que oui, on sait depuis les fouilles archéologiques de 2013 et 2014 qu'il s'agit d'un cimetière d'esclaves du XVIIe ou XIXe siècle. Donc qu'il y ait cet aspect recueillement, puisque ce sont nos ancêtres, en tout cas les ancêtres d'une partie de la population guadeloupéenne, mais également un espace historique, parce que c'est une histoire commune à l'ensemble de la population guadeloupéenne, et au-delà même, c'est une question d'humanité. Mais ce projet, ce n'est pas le projet de l'association contre le silence et l'oubli, ça sera le projet des Guadeloupéens. Et c'est ce que nous allons déjà commencer à discuter avec eux à l'occasion de la manifestation du 11 novembre. Alors nous allons parler dans un court instant, mais quelle échéance est-ce que vous vous fixez pour la concrétisation de ce projet ? Nous aimerions que ça aille très vite. Et c'est là justement la grande difficulté, c'est que pour l'instant, nous ne sentons pas encore suffisamment la volonté politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a entrepris des travaux provisoires et d'urgence, mais il n'y a pas de dynamique de projet pour l'instant mise en place par les pouvoirs publics. Or, nous sommes sur du domaine public, donc on connaît les règles de la République française, c'est l'inaliénabilité du domaine public. Donc nous voulons que ça aille vite, et c'est ce que nous allons, il appartient donc à la population de nous accompagner, nous, associations contre le silence et l'oubli, pour faire en sorte de faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils s'emparent de ce problème qui est urgent. Alors, vous donnez rendez-vous justement à la population ce vendredi 11 novembre sur le site pour une manifestation intitulée « Baudelin mais pas loin ». Quel sera le contenu de la manifestation ? Alors, la manifestation « Baudelin mais pas loin » sera l'occasion justement de rassembler toutes les parties prenantes sur ce dossier. Donc, les collectivités, les pouvoirs publics locaux, donc communes de Saint-François, conseil départemental, conseil régional, l'État à travers la DAC, les archéologues qui ont effectué les fouilles et bien évidemment la population guadeloupéenne. Donc nous allons nous retrouver à 15h autour d'une table ronde pour échanger, pour faire le bilan. Ça ira, j'ai envie de dire, assez vite puisqu'on sait ce qu'on n'a pas fait, mais surtout pour envisager les perspectives. Et ensuite, nous rendrons hommage à nos morts, donc à travers une cérémonie mémorielle qui se terminera par un coup de tambour, comme nous savons le faire ici. Il est prévu, je crois, la pose d'une première pierre ? Alors, c'est une pose de première pierre symbolique. C'est la façon dont nous avons imaginé la manifestation. Il n'y a pas de première pierre réelle, mais c'est justement une manière de rappeler déjà aux Guadeloupéens le souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier, qu'on n'oublie pas, et exercer cette pression sur les pouvoirs publics. C'est un dossier qui intéresse considérablement la population. On a vu les mois que cela a suscité l'an dernier. On voit des mouvements culturels, comme on dit chez nous, qui se sont emparés du dossier, comme par exemple le mouvement culturel Cléla, qui a choisi ce thème pour le dimanche gras, pour le carnaval, ou encore Masque à Clé, qui, à l'occasion du mois de mai, mois de mémoire, avait organisé un rallye autour des cimetières. Donc c'est une question préoccupante. C'est pour cela que nous parlons d'une pose de première pierre, parce que justement, il nous faut arriver à ce projet mémoriel dans un laps de temps très court. Je suppose que la communication autour de ce projet ne s'arrêtera pas à ce rendez-vous. Il y a d'autres rendez-vous, il y a d'autres actions qui seront menées ? Alors, Baudelin mais pas loin est une étape, comme vous l'avez dit, ça n'est pas une fin en soi. Oui. Donc la première année, puisque l'association n'a qu'un an, la première année a été l'année d'organisation, de constitution de l'association, de la faire connaître. À partir de maintenant, nous partirons véritablement à la rencontre de la population pour prendre un peu son pouls, pour savoir quel projet est-ce qu'elle voudrait réellement. Est-ce qu'elle veut aller à Soyons Fous? Est-ce qu'elle veut un mémorial acte 2? Est-ce qu'elle veut quelque chose de plus simple, etc. Il faut vraiment prendre le pouls de la population parce que nous voulons un projet résolument guadeloupéen. Voilà. Rendez-vous donc, ce sera vendredi 11 à partir de 15h. À partir de 15h sur la plage des Raisins Clairs. On vous attend très nombreux. Merci beaucoup Pascale Joly. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association contre le silence et l'oubli. Merci de m'avoir reçu.
Réduire l'anxiété, soulager certains symptômes de l'autisme ou améliorer l'activité physique et cognitive, la musicothérapie aurait de nombreux bienfaits. Une discipline pratiquée depuis une trentaine d'années par Gianni Katsos. Dans son espace installé au Gosier depuis une année et demie, elle fait de l'éveil musical pour les enfants et forme des encadrants à l'éveil musical, mais elle reçoit également des personnes dépressives, des patients atteints de troubles cognitifs, des personnes qui souffrent de maladies neurologiques ou encore de pathologies lourdes. Sa thérapie est liée à l'utilisation des sons, une pratique qui peine à se faire reconnaître en France. Voyez ce reportage signé Muriel Barlagne. La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle aurait aussi le pouvoir d'agir sur notre santé. C'est le propos de la musicothérapie. Utiliser les notes pour améliorer l'état de patients atteints de pathologies en tout genre. François a la maladie de Parkinson. Parmi ses symptômes, des problèmes de perte d'équilibre. Gianni Katsos, musicothérapeute, a mis au point un programme d'exercice adapté à sa problématique. C'est très facile. Moi, c'est très facile. Et ensuite, vous vous sentez comment? Je me sens bien dans ma peau. Ces séances le permettent de se relaxer beaucoup et puis ça l'aide aussi à travailler un petit peu le cerveau pour que le cerveau ne puisse pas rester inerte, sans vraiment travailler sur le long terme, parce que c'est une pathologie qu'il a qui, sur le long terme, c'est neurodéficience. Donc, il faut garder le cerveau en alerte. Donc, avec tous les mouvements, les chants, etc., ça permet de retenir un petit peu plus la progression de la maladie. Josué, lui, est trisomique. Il a de nombreux défis à relever, parmi lesquels améliorer ses compétences en communication. L'enfant trisomique, Josué en particulier, a beaucoup de mal à communiquer ses émotions. Déjà par rapport aux problèmes de langage, mais aussi par ce côté qu'ils ont de ne pas rentrer en conflit, de toujours chercher l'amour. Et il a beaucoup de mal, par exemple, à exprimer sa colère, puisque pour lui, s'il est en colère, ça veut dire qu'il est méchant et qu'il ne m'aime pas, ou alors on ne va plus l'aimer. Pour atteindre ses objectifs, Gianni Katsos fait appel à des techniques de musicothérapie réceptive avec Josué. Il est invité à écouter un programme sonore et à chanter, manière de décharger les tensions négatives accumulées. En musicothérapie active, les sujets doivent produire des sons ou travailler leur voix. La musique est utilisée comme un support, mais pas seulement. Elle produirait aussi un véritable effet sur les sujets. Moi, je travaille beaucoup avec les fréquences qui vont agir sur le système nerveux. Donc, ça peut être sur l'anxiété, ça peut être sur des fréquences qui vont agir sur des angoisses. Ça peut être, comme pour Josué, là, ça va être de la décharge, donc des fréquences. Je vais choisir des musiques qui sont à partir de là, des fréquences qui vont aider justement à tout ça. Pour rendre la séance encore plus agréable, Gianni Katsos travaille à partir des goûts de ses patients. Actuellement, elle en a une vingtaine. Ils ont des handicaps moteurs ou cérébraux, souffrent de bégaiement, de troubles de la concentration ou encore de dépression. La musicothérapie ne peut pas les guérir, mais elle contribue à leur rendre la vie plus belle. Je m'amuse. Nous arrivons au terme de notre journal. Ce sont les habitants de l'Est du Gosier et de Goyave qui seront privés d'eau potable ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain soir, ce sont les habitants de la commune de Sainte-Anne qui n'auront pas d'eau au robinet. Il s'agit des délestages programmés par le SIAC sur son réseau du fait des travaux en cours sur l'usine de Des-Hauteurs. Un point sur la météo, sachez que la vigilance météorologique de niveau jaune pour fortes pluies et orages a été levée par la préfecture. Quelques averses isolées peuvent encore affecter certaines communes dans la soirée, notamment dans le sud de la Basse-Terre et sur les communes d'Essonne.
Demain, jeudi, le ciel devrait être clément sur l'ensemble des communes de l'archipel. Le beau temps revient progressivement. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert demain avec un indice Atmo de 3 annoncé par Guader. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.